Bonjour jeunes gens. Il est toujours très dur pour moi de parler de mon vécu, mais je le fais, car nous, rescapés des camps, comptons sur vous les jeunes, pour prendre le relais, pour témoigner et faire taire les négationnistes. Je suis donc à Rouillé avec ma famille, mon père, ma mère et mes 3 sœurs, en résidence surveillée. Mon frère, soldat de l'armée française, est prisonnier de guerre en Allemagne. Nous sommes le 15 juillet 1941 et j'ai aujourd'hui 14 ans. Mes parents ont prévu d'aller au restaurant pour fêter l'événement. Quelle joie pour moi! Hélas, vers 10 heures du matin, arrive un camion et des gendarmes français nous intiment l'ordre de prendre un minimum d'affaires, de monter dans ce camion et nous conduisent dans un camp d'internement à Poitiers, sur la route de Limoges, où sont internés des tziganes. On nous entasse dans des baraques en bois dans la plus totale promiscuité, hommes, femmes et enfants mélangés. Les hommes s'organisent pour séparer les familles avec des tentures pour un peu d'intimité. Une clôture nous sépare des tziganes qui sont très gentils avec nous. Et la vie s'organise dans le camp pour rendre le quotidien le moins dur possible. 2 hommes exceptionnels nous viennent en aide. Le révérend père Jean Fleury, aumônier des tziganes, et le rabbin Elie Bloch, qui font tout pour adoucir notre quotidien. Et ils arrivent à faire libérer les enfants français de moins de 15 ans, dont je fais partie, et je suis libéré le 24 novembre 1941 et placé chez mes cousins Rosner, qui vivent avec leurs 2 enfants, Hélène et Armand, en résidence surveillée, au château de la Plaine, près de l'Encloître, dans le département de la Vienne. Je suis très heureux chez mes cousins, bien que séparés des miens. Et je travaille chez un cultivateur à garder des vaches et à les traire. Un jour, du sanatorium de la Motte-Beuvron, où ma famille avait été transférée, le camp de Poitiers étant surchargé, nous recevons une lettre de mes parents nous disant qu'ils partaient pour une destination inconnue. En novembre 1942, les gendarmes viennent arrêter mes cousins et nous laissent seuls et désemparés. Ils n'avaient pas l'ordre d'arrêter les enfants. Nous nous réfugions chez des paysans où nous passons la nuit et nous reprenons contact avec le père Fleury et le rabbin Bloch, qui nous placent à Loudun dans une famille catholique, monsieur et madame Alphonse Gaborio, garagiste route de Saumur, parents de 4 enfants. À cette époque, le garage est fermé et monsieur Gaborio travaille dans une usine de conserve. Monsieur Gaborio est un homme d'une grande bonté et madame Gaborio nous soigne comme ses propres enfants. Et nous vivons très heureux dans cette famille, partageant tout de la vie quotidienne. Mes petits cousins vont à l'école et je travaille chez un couple de jardiniers, monsieur et madame Chabrol, de braves gens. Et nous vivons dans une parfaite quiétude, ayant encore l'espoir de revoir les nôtres. Hélas, le 23 mai 1943, je suis arrêté sur les lieux de mon travail par les gendarmes de Loudun, reconduit chez les Gaborio, où mes petits cousins avaient déjà préparé leurs affaires. Et nous sommes à nouveau conduits au camp de Poitiers. Monsieur Gaborio n'apprendra notre arrestation que le soir, en rentrant de son travail. Nous restons au camp jusqu'au 26, où l'on nous transfère à Paris, au centre Lamarck, centre de l'UGIF, Union Générale des Juifs de France, où nous sommes bien traités. À la suite d'un bombardement, le 20 avril 1944, le centre est touché, heureusement sans faire de victimes. Et nous sommes transférés au centre Secrétan, autre centre de l'UGIF. Je vais dans une école de menuiserie et la vie s'écoule paisiblement. Le débarquement allié a lieu le 6 juin 1944 et nous espérons être tranquilles jusqu'à la fin de la guerre. Mais hélas, le 21 juillet 1944, tous les enfants des centres de l'UGIF sont arrêtés avec l'encadrement. Et nous sommes conduits au camp de Drancy. Et le 31, c'est-à-dire 10 jours après, nous sommes embarqués dans des wagons plombés, à 100 par wagon, hommes, femmes, bébés, vieillards, tous mélangés. Le voyage est horrible et dure 2 jours. Mais ce fut pire à l'arrivée qui était Auschwitz. Là, comme réception, ce fut les SS qui nous firent descendre sans ménagement. Les chiens qui hurlaient, l'horreur absolue. Et aussitôt commence la sélection.
les maris séparés de leurs femmes, les bébés de leurs mères, puis le triage de ceux capables de travailler et les autres. Je suis séparé de mes petits cousins que je ne reverrai jamais. J'ouvre une parenthèse, car M. Gaboriau avait envisagé de venir nous enlever à Paris pour nous cacher chez des paysans. Mais la fatalité a voulu qu'il soit mitraillé et tué par un avion anglais le 27 mai 1944, entre Poitiers et Loudun, en rentrant de son travail, et n'a pu mettre son projet à exécution. Faisant partie de ceux capables de travailler, je suis soumis à la désinfection, c'est-à-dire trempé dans un bain de grésil, totalement rasé, tatoué, avec le numéro B3899, B3899 en allemand, sur l'avant-bras gauche, et l'on me donne le costume rayé qui identifiait la nationalité, la religion. Je suis emmené dans un bloc en dur avec des lits à 2 étages. Je suis affecté à un commando de terrassiers, Strassenbau. Réveil à 5 heures du matin, toilette sommaire, un horrible café noir. Puis départ pour le commando au pas et au son de la musique militaire. Et nous devions nous découvrir en passant devant les SS à l'ordre de Mützen auf. C'était un travail très dur. Et comme toute nourriture, nous avions droit à 1 litre de soupe, un morceau de pain, un bout de fromage, de margarine, pardon. Au retour du travail, il y avait des appels interminables. Et nous n'avions pas le droit de sortir des rangs, même pour nos besoins. Sur les chantiers, nous étions aux ordres de Vorarbeiter et dans les blocs de capots, des détenus de droit commun, bien nourris ceux-là. De temps en temps, il y avait de nouvelles sélections et nous devions passer nus devant les SS. Et j'ai vu partir de nombreux camarades jugés inaptes au travail. Comment j'ai survécu ? Je le dois à une chance inouïe. Un matin, j'ai été affecté avec quelques camarades à travailler dans un commando extérieur qui se nommait Hygieneninstitut SS und Polizei, où il y avait des travaux à faire. Je réparais la chaussée, seul à un endroit, quand survient le commandant de ce camp, qui me regarde, me pose des questions, et j'ai senti chez lui l'incompréhension. Je l'ai entendu murmurer « Das ist nicht möglich », ce qui en français signifie « cela n'est pas pensable ». Il m'a demandé ce que je faisais avant ma déportation. Je lui dis que j'apprenais la menuiserie. Il m'a dit qu'il avait un menuisier et un tailleur, des juifs berlinois qui travaillaient pour lui. Puis il m'a dit, si tu veux, je te fais rentrer dans mon commando pour travailler avec mon menuisier. Je n'avais rien à perdre. J'ai accepté. Et bien m'en a pris, car c'était un travail agréable. Le petit juif berlinois m'apprenait à travailler le bois et je mangeais la nourriture des SS. Je ne me souviens plus combien de temps ça a duré, mais cela m'a sans doute sauvé la vie, vu ce que j'ai subi par la suite. Car arrive le 18 janvier 1945, et nous sommes jetés sur les routes pour évacuer le camp, car l'armée rouge avançait et nous faisons ce que l'on a nommé à juste titre la marche de la mort. Des colonnes interminables de déportés, marchant presque sans arrêt dans la neige et le froid, cela pendant 2 jours et 2 nuits. Celui qui tombait de fatigue prenait une balle dans la tête et était jeté dans le fossé. Je me suis senti dormir debout et me réveiller brusquement par l'instinct de survie. Nous sommes arrivés au camp de Grosse-Rosen et avons été mis sur de la paille sans avoir le droit de bouger. Nous sommes restés 2 jours ainsi. Et le 22, on nous intime l'ordre de monter dans des wagons découverts, juste avec des ridelles. Et nous avons voyagé ainsi sans manger ni boire jusqu'à notre arrivée au camp de Buchenwald 6 jours après. Quand nous sommes descendus des wagons, il y avait autant de morts que de vivants. Nous sommes restés encore une nuit dehors avant que l'on ne nous mette dans des baraques en bois où il y avait des lits à 3 étages qui étaient de véritables cages à lapins. Et enfin, un peu de nourriture. Dans ce camp, nous ne travaillons pas, mais il y a la maladie, la dysenterie, et nous sommes tous des morts vivants. On sait que la guerre n'est pas loin, car on entend le canon.
Le 9 avril, on nous demande de nous préparer pour une nouvelle évacuation, sachant que je ne pourrais survivre à une nouvelle marche, avec 2 copains qui dormaient avec moi sous le plafond, qui était fait de lattes en bois. Nous arrivons à disjoindre quelques lattes et à nous glisser dans la charpente et à tirer les lattes vers nous. Nous entendons le bloc se vider et restons tapis. Les SS s'aperçoivent de quelque chose d'anormal au plafond et viennent avec des lampes torches sans nous voir. Ils seraient venus avec des chiens, ceux-ci nous auraient vite repérés. Nous avons encore une crainte, c'est qu'ils ne mettent le feu aux baraques, mais cela ne s'est pas produit. Nous restons toute la nuit dans la charpente et au matin, nous avons entendu le bloc se remplir avec de nouveaux arrivants. Nous sommes alors sortis de nos cachettes et mélangés à eux, car il n'y avait plus d'appel. C'était une pagaille indescriptible. Les Américains sont arrivés le lendemain, 11 avril, mais le camp s'était libéré par lui-même, car ce que j'ignorais, il y avait un mouvement de résistance et des déportés qui travaillaient dans des usines d'armement avaient réussi à introduire des armes en pièces détachées et fait prisonnier les SS encore présents, car beaucoup s'étaient sauvés. J'étais comme beaucoup au bout du rouleau, mais j'ai eu la chance d'être rapatrié rapidement et je suis arrivé à l'hôtel Lutetia à Paris le 28 avril. C'est là que l'on recensait les survivants en leur donnant des vêtements, des papiers, un peu d'argent et les premiers soins. Je pesais alors 37 kilos et ne pouvais avaler la moindre nourriture. On m'a mis dans un hôpital dont je ne me souviens plus du nom et où je suis resté quelques jours. Puis on m'a placé dans une maison de repos à Jouy en Josas pour reprendre des forces. J'étais totalement désemparé, ayant compris que plus jamais je ne reverrai mes parents, ni mes sœurs chéries, ni mes cousins. Je savais ce qu'étaient devenus mes petits cousins à notre arrivée à Auschwitz. J'avais cependant l'espoir de revoir mon frère Paul, prisonnier de guerre, qui s'était battu pour la France pendant que sa famille était exterminée. Cet espoir s'est heureusement vérifié. J'ai écrit à Madame Gaboriau pour lui annoncer mon retour, sans, hélas, mes petits cousins. Elle m'a alors proposé de revenir vivre chez elle à Loudun, au milieu de ses 4 enfants, ce que j'ai accepté avec joie. Je suis donc revenu chez elle et à nouveau fait partie de la fratrie. Cette femme m'a aidé à me reconstruire et j'ai repris goût à la vie. Lorsque j'ai été rétabli, j'ai cherché et trouvé du travail à la fabrique de meubles Fernand Cadeillan et commencé à apprendre le métier d'ébéniste. Je me suis fait de nombreux amis, j'ai fait du théâtre avec mes nouvelles sœurs Nicole et Colette et également fait de la boxe. Fin 1949, j'ai décidé de revenir à Nancy y retrouver mon frère et me perfectionner dans mon métier que j'ai exercé jusqu'à ma retraite. Je n'ai jamais perdu contact avec ma nouvelle famille, revenant souvent à Loudun pour des vacances, des fêtes. Nos liens sont devenus plus forts encore quand Jam, le plus jeune de la famille, hélas décédé, m'a demandé de devenir le parrain de sa fille Sandrine, ce que j'ai accepté avec joie. J'ai été bouleversé et heureux quand Sandrine m'a demandé vouloir être gardienne de ma mémoire. Ma maman Gaboriau ne voulait aucune récompense pour ce qu'elle et son mari avaient fait durant la guerre, pour aider des enfants juifs, malgré les risques encourus, disant que ce qu'ils avaient fait était normal, mais lorsqu'elle est décédée, j'ai pensé que ça n'était pas faire injure à leur mémoire que de demander pour eux le titre de juste parmi les nations à Yad Vashem, la plus haute distinction accordée par l'État d'Israël pour tout non-juif ayant sauvé ou aidé des enfants juifs. J'ai alors demandé et obtenu l'accord de ces enfants et entrepris mes démarches avec l'aide de M. Rosenfarb. Ces démarches ont abouti et le 21 juin 2012 a eu lieu à la mairie de Loudun une magnifique cérémonie au cours de laquelle Mme Nicole Gaboriau, l'aînée des enfants, a reçu pour ses parents la médaille des Justes à titre posthume des mains de M. Laurent Mestre, attaché de l'ambassade d'Israël, et en présence de nombreuses personnalités, de M. Benas, maire de la ville, de Mme Moracchini, sous-préfet de Châtellerault, et de Mme Véronique Massonneau,
député de la Vienne, devant environ 250 personnes, dont plus de 100 élèves loudunais, et de leurs professeurs. J'ai eu le même jour la surprise et la joie d'être fait citoyen d'honneur par le maire de cette ville, si chère à mon cœur. Voilà mon histoire, chers jeunes gens. Je pense qu'elle peut vous faire méditer sur ce que l'homme est capable de faire, du pire mais aussi du meilleur. Et c'est ce qu'il faut, je pense, retenir. Je vous remercie de votre attention.